Bonjour, bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Fantasy. Que vous veniez de près, que vous veniez de loin, je suis ravie de vous retrouver à nouveau. Aujourd'hui, je bois le thé des trésors, toujours du palais des thés, hein, on change pas une équipe qui gagne. Pas un thé que j'apprécie beaucoup, mais bon, il faut bien finir ses placards. Voilà. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cet épisode 2 déjà. Alors c'est vrai qu'un mois quasiment a passé depuis le dernier épisode, nous voilà rendus en février. À mon avis, il est probable qu'il y ait plus ou moins un épisode par mois, on verra bien. Cependant, avant de commencer l'épisode du jour, avant de commencer à parler livres, je voulais vous dire merci, chers auditeurs, pour vos retours précieux. J'ai pris en compte les oreilles sensibles de mes amis misophones qui n'ont pas apprécié la cuillère qui fait ding ding, donc promis je vais faire attention, j'ai mis ma tasse plus loin, donc vous n'entendrez seulement mes cris de douleur quand je me brûlerai, ce qui va arriver inévitablement. J'essaierai aussi de faire attention à ma diction et mon rythme, parce que je sais que voilà, je viens du sud, j'ai pas beaucoup l'accent, mais par contre pour parler vite et mâcher mes mots, j'en suis capable. Donc écoutez, je vais essayer de faire en sorte que chaque épisode ressorte avec une expérience plus agréable pour vous. Mais je vais pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il est probable que je fasse des erreurs et que je continue. Une autre chose qu'on m'a aussi dite, c'est que j'avais peut-être un peu oublié au début du premier épisode, parce que j'en ai parlé dans l'épisode 0, mais pas pendant le premier. N'oubliez pas que dans cette émission, je risque de faire du spoil. Alors j'essaierai de prévenir avant de le faire, mais je risque d'oublier une fois lancé. Donc il y aura probablement des moments où je vais révéler des trucs sur les bouquins dont on va parler aujourd'hui. J'en suis désolée, mais voilà, soyez prévenus. Même si je ne vais pas raconter toute l'histoire d'un roman et tous les points d'entrée qui en valent la peine, il est probable qu'il y ait des moments où je glisse. Bref, alors, peu de thé et après on se lance. Donc, 3 bouquins. 3 bouquins ce mois-ci, sur lesquels j'ai beaucoup de choses à dire, sur chacun en fait. Ça va pas être, je sais, à mon avis cet épisode va être plus long que le précédent, mais c'est pas grave. On commence tout de suite avec le dernier tome de la saga Les Voleurs de Fumée, le tome 3, qui s'intitule À Feu et à Sang, donc des romans de Sally Green, qui est une auteure que je ne connais pas pour une autre de ses œuvres littéraires. Je vais vous lire le résumé tout de suite. Alors attention, c'est un tome 3, donc il va y avoir du spoiler. Hein. La guerre s'étend maintenant à tout le pays. Alors oui, c'est sûr que si vous ne connaissez pas forcément la saga, ça va peut-être être un peu compliqué. La guerre s'étend maintenant à tout le pays, tandis que le roi Oh, et là c'est le moment où je me rends compte que je lis pas du tout. Je sais pas si ça vous arrive, vous, quand vous lisez, de changer les noms des personnages pour que ça soit mieux dans votre tête. Moi, je le fais complètement, et maintenant que je suis obligée de lire à voix haute, je me rends compte que c'est pas du tout le prénom. Tandis que le roi Aloysius, aucune idée, resserre son étau sur le plateau septentrional, centre de toutes les attentions. Catherine et Ambrose se lancent dans une mission désespérée pour saboter l'approvisionnement de son armée en fumée de démons. Pendant ce temps-là, Tash, resté coincé dans le monde des démons, fait une découverte qui pourrait changer non seulement le cours du conflit, mais aussi l'histoire. Et il a eu le prix Imaginal de Babelio. Et la couverture, photomontage Caroline Liépin. Oh là là, je suis bien française. Non, ça c'est pas du tout l'accent français du coup, bref. Oui, la traduction de Basile Béguerie. Voilà. Et... Ah, si. Elle avait... Sally Green, je suis en train de lire sa biographie d'autrice sur la 4e de couverture. Apparemment, elle avait écrit une série Half-Bad, qui apparemment est remarquable. J'imagine, peut-être. Pas lu. Difficile de donner mon avis là-dessus. Par contre, si une chose est sûre, c'est que l'écriture de Sally Green me plaît beaucoup. Alors déjà, si je dois résumer mon avis sur ce bouquin, lisez cette trilogie. Lisez-la. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté.
cette blague est nulle, cette blague est vraiment nulle. Ça fait plus rire personne depuis au moins 10 ans. Mais oui, non vraiment, la saga des voleurs de fumée, j'ai découverte il y a longtemps, parce que ça avait un peu fait parler, le premier tome avait fait parler de lui sur le BookTok ou sur peut-être YouTube, je ne sais pas, mais c'était il y a vraiment... c'était il y a quoi? J'ai commencé la saga il y a longtemps, et ça faisait quasiment 1 an que j'attendais de lire le dernier tome. Je sais pas comment je peux m'infliger une telle torture, mais ouais, ça faisait plus d'1 an, peut-être 2 même, que j'avais lu le 2e tome. Donc vous vous doutez bien que quand j'ai repris le bouquin, il m'a fallu des minutes. Mais ce qui est très agréable avec la plume de Saïrine, c'est que ça se lit super bien. Moi j'ai la version poche. D'ailleurs, je crois pas avoir souvent vu... je me souviens pas les avoir vus en grand format. Enfin bref. Alors, je vais pas vous refaire toute l'histoire de la saga, parce que pour le coup, je vais pas faire comme avec Six of Crows, où là encore c'était que 2 bouquins, et qui étaient très différents, parce que, comme je l'expliquais, il y a 2 contextes différents pour chaque tome, donc ça valait la peine, mais là en fait, on suit vraiment l'évolution de personnages sur toute une saga. On suit Tash, qui est cette voleuse de fumée, justement, qui chasse les démons sur le plateau septentrional au début de la trilogie, avec son mentor qui s'appelle Glenn ou un truc du genre. Ah, je fais bien mon travail, moi, hein, j'ai une bonne mémoire, waouh. Mais enfin voilà, donc vraiment cet enfant auquel on s'attache très vite parce que elle a tout de l'enfant qui ne demande qu'à être aimé et qui fait tout pour survivre. On suit aussi le genre de Catherine qui du coup vient de la baie... La baie, comment ça s'appelle? Le Brégant, voilà, c'est ça. Donc on a le Brégant qui est ce pays très militaire qui veut absolument envahir la Pitorie qui se trouve de l'autre côté du plateau septentrional. Donc elle, c'est la reine héritière. À la base, elle est censée épouser le roi de Pitorie, mais ah mon dieu, trahison, machin chose. Voilà. On a le Calidor, dont un assassin qui est censé aller chercher son héritier potentiel pour le tuer, mais en fait, ils finissent par tomber amoureux, et c'est génial. Enfin bref, c'est queer, c'est tragique. Il y a des moments assez difficiles dans cette saga, mais c'est difficile dans le sens où il y arrive des choses terribles aux personnages et du coup tu pleures parce que tu finis par les aimer, même s'ils sont tous assez bien équilibrés sur le côté je les aime, ils ont des défauts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage trop parfait, trop lisse, trop sans défaut. Et en même temps, ils ont des défauts qui fait que tu les détestes pas, quoi. Voilà. C'est vraiment de la fantasy, comme je l'apprécie beaucoup, ça se lit super bien, l'écriture est super fluide, j'aime beaucoup le style, on switch du POV d'un personnage à l'autre, et donc c'est d'autant plus agréable quand les personnages sont séparés, parce que du coup tu sais qu'ils pensent les uns aux autres, et tu vois les différentes parties de l'intrigue qui se tissent dans un ensemble qui est cohérent, et qui donne juste envie de poursuivre l'aventure, quoi. Bon, c'est un bouquin que j'ai lu très vite, parce que non seulement j'avais envie d'arriver à la fin de toute cette histoire, et il n'était pas non plus excessivement prévisible. Je dirais qu'une des seules choses qui m'a vraiment saoulée avec cette saga, mais c'est pas un défaut qui n'existe que dans cette saga, c'est le triangle amoureux... Enfin non, c'est pas un triangle amoureux avant bien le 2e tome. En fait, c'est la relation entre Catherine et Ambrose, son garde du corps. Dès le 1er tome, ils sont clairement amoureux. Hein, ça c'est... Je vais pas vous apprendre grand chose, je vais pas vous spoiler grand chose en vous disant ça, que dès le 1er tome, ils se tournent autour. Ils font pas que se tourner autour d'ailleurs. Mais voilà, Catherine, c'est la princesse, elle vient bientôt épouser un roi, du coup, mais je t'aime pas, mais c'est difficile, etc. Et en fait, mon problème avec les triangles amoureux, c'est que... les personnages te donnent l'impression d'être débiles, quoi. D'un côté, Catherine, elle est prête à tout pour se sauver, elle est super intelligente, elle finit par lever une armée et tout, par gérer un pays toute seule alors qu'elle a jamais fait ça parce que la place de la femme c'est la cuisine dans son pays. Donc gérer une armée, il y a personne qui lui a dit comment faire.
Et à côté, est-ce que je suis mon cœur ou est-ce que je suis mon cœur aussi? Mais est-ce que je fais choisir plutôt lui ou plutôt lui? Oh, quand ça dure trop longtemps, ça me tape sur les nerfs. Surtout quand il y a une décision qui est évidemment meilleure pour le personnage, quoi. Enfin, je sais pas, moi, je suis pas une princesse qui doit choisir entre épouser un roi pour sauver sa mise et stabiliser les pays et gagner une guerre contre mon père qui est un tortionnaire. Et un garde du corps qui est certes mon ami d'enfance, mais avec qui je savais dès le début que j'avais aucun avenir, donc j'ai jamais parié sur cette relation-là. Enfin, je sais pas, je suis pas à sa place, mais moi, il y a un choix évident qui se fait, quoi. Après, voilà. C'est sûr que ça rajoute du drame, mais je suis sûre qu'il y a des gens à qui ça plaît beaucoup. Mais par exemple, à côté, la relation entre March et Dion, donc Edion, qui est le fils bâtard du roi du pays qui s'appelle... Je suis pas du tout en train de regarder. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est pas la bonne map. Ah Voilà. Fils bâtard du roi du Calidor, hein, qui se retrouve à devoir hériter du trône parce que le dernier hérité est mort. Donc on va aller chercher le petit bâtard. Oula, alors... Je suis en train de me rendre compte que... dit comme ça... J'espère que je vais pas me faire flag par YouTube parce que j'utilise des mots méchants. C'est comme ça que c'est dit dans le bouquin, hein. Promis. C'est vrai en plus. Enfin bref, il se retrouve à... En gros, il tombe amoureux avec le mec qui est censé l'assassiner, qui s'appelle March, qui est dernier survivant d'un peuple abasque que son père a voulu réduire en cendres, et qu'il a réussi d'ailleurs. Et c'est super tragique entre les deux personnages parce que ils tombent pas magiquement amoureux l'un de l'autre. Au début, ils se détestent. Mais au fur et à mesure, ils en viennent à s'apprécier parce qu'ils ont tous les deux des qualités. Ils retrouvent chez l'un, chez l'autre, un besoin de liberté, de réconfort, de quelqu'un qui ne voit pas comme un monstre ou comme un objet, ou ce genre de choses-là. Et donc c'est une relation qui est super tragique, surtout qu'au début du 3e bouquin, ils se retrouvent séparés. Mais bon... À côté, t'as la relation de Catherine et tu te dis... Ouais, bah bon, meuf, fais un choix, quoi. Tu sais depuis le début que tu vas pas finir avec lui, même si t'en as très envie. C'est bon, fais un choix, quoi. Sauve tes fesses et sauve les fesses de ton pays. C'est pas la peine de faire durer le truc 8 ans. Et un autre truc qui me saoule, du coup, c'est Ambrose. Parce que lui, enfin... Le mec, il sait que c'est pas possible. Pendant un instant, il pense que c'est possible parce que les choses changent. Puis il se rend compte qu'en fait, ouais, non, il y a pas moyen. Mais du coup, il reste accroché à Catherine comme une moule à son rocher, quoi. Et c'est infernal au bout d'un moment, c'est bon, baisse les bras, je sais pas, trouve-toi quelqu'un d'autre, ou deviens un moine, mais change-toi les idées. Ça devient infernal que dès que tu tombes dans son POV, c'est... Comment va Catherine? J'espère que Catherine, je ne lui manque pas trop. Enfin si, j'espère que je lui manque en fait. Je dois faire ça pour elle, mais elle m'a rejetée, et c'est impossible entre nous. Mais je le fais quand même pour elle. Mais est-ce que ça vaut la peine de le faire pour elle? Oh, c'est bon, et tu fatigues, il y a des gens qui meurent et à côté, donc voilà. Puis pendant ce temps, t'as Tash, qui n'a aucun love interest, encore heureux parce qu'elle a 12 ans, qui est complètement paniquée parce qu'elle développe des pouvoirs magiques, qui comprend pas trop comment ça se fait. Ça, je trouve ça génial. Enfin bref. Là, on dirait que j'ai beaucoup de mal de ce bouquin, mais c'est une saga que vraiment j'ai kiffé, que je conseille à beaucoup de gens parce qu'elle est facile d'accès, pas trop longue et super bien écrite. Les personnages sont humains, ils sont équilibrés, les enjeux sont forts et se ressentent. J'aime beaucoup le fonctionnement des démons, parce que voilà, dans ce bouquin, il y a toute une guerre entre les pays pour qui aura la gestion du plateau septentrional, parce que sur le plateau septentrional vivent les démons. Les démons qui ont 2 types de fumée. Une fumée qui est utilisée à d'ordre récréatif, en gros c'est une drogue, et une fumée qui rend les adolescents surpuissants. Mais genre vraiment, tu transformes n'importe quel adolescent en Superman. Donc, forcément, pour faire des enfants guerriers, ouais, il y a des enfants qui font la guerre quand même. Hein, les protagonistes sont jeunes dans ce bouquin, il leur arrive des trucs pas terribles, mais c'est pas
aussi horrible qu'un autre, que d'un autre bouquin dont je vais parler dans cet épisode. Ah ah, le teasing. Tout ça pour dire, oui, je me plains de la relation entre Catherine et Ambrose, mais c'est parce qu'il fallait que je trouve vraiment quelque chose qui n'aille pas dans ces bouquins, enfin qui n'aille pas, entre gros guillemets. Sinon, pour le reste, je recommande chaudement. Vraiment, c'est juste un kiff, en fait. Lisez-le, c'est bien. Ensuite, Le diable s'habille en Prada de Lauren Weisberger. Alors déjà, j'ai un truc à dire, parce que j'ai le bouquin entre mes mains. C'est publié par Fleuve Noir. Dans ma tête, Fleuve Noir, il publiait que des romans policiers. Visiblement, je suis trompée parce qu'on peut pas vraiment dire que c'est un roman policier. Allez, je vous lis le 4e de couverture. Au cas où il y en a qui se poseraient la question, oui, c'est de là que vient le film avec Meryl Streep et... comment elle s'appelle, cette actrice qui est super belle. Enfin bref, c'est le roman qui a inspiré le film. Je l'ai bien inspiré. Hein ? On y reviendra. 23 ans, un diplôme de littérature en poche, Andrea débarque à New York en quête d'un premier job, prête à croquer à pleines dents dans la grosse pomme. On lui offre, oh miracle, un poste d'assistante de Miranda Priestley, la rédactrice en chef d'un prestigieux magazine de mode. Comment... Ça y est, je sais plus parler. Comment, elle qui n'a jamais entendu parler de Runway ni de sa grande prêtresse dont le nom est aussi célèbre que celui de Chanel et de Versace ? Voyons, des millions de filles se donneraient pour être à sa place. Mais les dessous de la mode ne sont pas toujours propres et au contact de son incomparable patronne, Andrea décide vite que le mot enfer veut dire... Attends. Ah oui, non, il manque un mot. Andrea découvre vite ce que le mot enfer veut dire. D'accord. Comment... Comme je le disais dans le dernier épisode, je sais pas comment ce bouquin est arrivé chez moi. Je pense que le fait qu'il y ait le mot diable dans le titre explique qu'il y a peut-être des forces surnaturelles qui ont agi pour que ça arrive chez moi. Parce que c'est un bouquin, je sais plus si je l'avais déjà dit, c'est un bouquin dépôt légal 2004, il a 21 ans. Oh là là. Je vais lire un truc qui va vous éclairer peut-être sur la raison de mon... Non. Mais c'est quoi, ce serait trop vous spoiler. Je vais commencer déjà un peu à parler du bouquin. Moi, j'avais vu le film Le Diable s'habille en Prada. Je l'ai trouvé grave cool. Alors, je l'ai pas revu récemment, donc si ça se trouve maintenant, avec mes yeux d'adulte, je me dirais « Oh là là, quelle horreur !» Mais... il est très librement adapté du bouquin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Notamment la fin, et heureusement. Oh, quelle bonne idée. Je ne sais pas qui est le réalisateur ou qui sont les scénaristes qui ont décidé de changer tout ça, mais bravo. Bravo, vous avez sauvé la mise à votre film, parce que si ça avait été adapté mot pour mot, ou plus fidèlement par rapport au bouquin... Oh, quel enfer. Oh, quel enfer. Je reconnais que c'est les années 2000, hein. Je reconnais que c'est une époque différente, mais au bout d'un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. C'est pas bon pour tellement de raisons. Je le recommande vraiment pas. Regardez le film, soyez heureux, passez un bon moment. J'ai vu qu'il y avait j'avais vu un autre film aussi entre-temps sur Amazon qui ressemble un peu qu'à la même vibe. Voilà, enfin bref, regardez des films comme ça, super sympas, mais franchement, épargnez-vous la lecture du bouquin. Je suis peut-être pas forcément la cible, parce que moi, disons que tout ce qui est mode, et en plus mode à haut niveau et en termes de luxe, c'est pas forcément c'est pas mon dada, quoi. Donc ça m'intéresse assez peu. Mais bon, je me suis dit que j'allais lire le bouquin parce que c'est pas grave, j'ai réussi à comprendre le film et j'ai réussi à comprendre le bouquin sans avoir toutes les références qui étaient faites. Des fois, je me suis dit, ah, là je suis censée comprendre quelque chose, mais je l'ai pas compris. Mais là, c'est pas une question de le milieu de la mode ne m'est pas accessible.
ou parce que mais c'est les années 2000 donc tu connais moins les noms. Non, la plupart sont des noms, quand tu me dis Versace et Chanel, ça va, je situe quand même. Hein. J'étais en vie dans les années 2000. Non mais c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. La protagoniste est insupportable et toxique à souhait. Oh ah mais genre, elle passe son temps à se plaindre, et souvent à raison, soyons d'accord. Voilà, le diable sait bien Prada, c'est l'histoire d'une meuf qui est complètement littéraire, qui n'y connaît rien à la mode, qui se retrouve dans le milieu de la mode parce qu'elle s'est retrouvée au bon endroit au bon moment et qu'elle a été suffisamment convaincante pour être prise pour un boulot pour lequel elle n'est pas qualifiée. Mais pitié, quoi. Épargnez-moi ça. Épargnez-moi un personnage qui se plaint au moindre truc, qui est ultra toxique envers sa pote, qui est en train de devenir alcoolique, qui va super mal dans sa vie parce que ses études ça se passe pas bien et qui a besoin d'aide, mais elle la laisse pourrir. Et oui, le problème, c'est que si je vous le lis, j'aurais vraiment l'impression de lire mot pour mot ce qui est écrit dans le bouquin. C'est que la meuf sacrifie tout ce qu'elle a pour son boulot, auquel elle ne tient même pas vraiment. Et pourtant, elle agit comme si c'était le cas, quoi. C'est genre le boss final du capitalisme. La meuf refuse de quitter un environnement dans lequel elle ne se sent pas bien et qui du coup en fait pâtir tout le monde. Sa famille, sa meilleure pote, son mec qui à la fin, spoiler, la quitte. Heureusement, il fait bien, parce que mais la meuf elle est tarée, quoi. Moi ça m'a rendue folle. C'était pas un bon moment à passer, parce qu'en plus tout le bouquin est écrit à la première personne, donc t'es tout le temps, constamment dans la tête d'Andrea qui parle que de ses souffrances, il y a rien qui va, même il y a un moment dans le bouquin où le mode oh, ça y est, j'arrive enfin à mon rêve, et elle en voit tout valser, quoi. Oh. Et franchement, quand je lisais, je comprenais pas pourquoi c'était aussi insupportable. Il y a des personnages dans le bouquin qui sont appréciables, justement la meilleure amie d'Andrea et son mec et ses parents qui sont assez adorables. Mais je comprenais pas pourquoi ce bouquin présentait une héroïne aussi vaniteuse, imbue d'elle-même, auto-centrée, parce qu'on peut pas non plus tout reprocher à son boulot, hein, elle fait aussi exprès elle-même, et que même quand des personnages lui disent là tu vas trop loin, c'est plus bon, elles se remettent pas un seul instant en question. Il y a aussi ça qui est un problème, le personnage n'a pas évolué dans tout le bouquin. Je me suis tapé, c'est quoi, 500 pages ? Où est-ce que je peux voir ? Oui, c'est ça. Quasiment 500 pages d'un personnage insupportable qui passe son temps à se plaindre, ne se remet jamais en question, et à la fin du bouquin, elle a juste eu ce qu'elle voulait. Plus ou moins. Genre t'en retiens quoi en tant que lecteur de ce bouquin ? Quelle évolution il y a eu ? Quel intérêt t'as ? Comment tu te ressens grandi après avoir lu cette œuvre ? C'est quoi le but ? Pourquoi ? Je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi le bouquin était aussi insupportable. Et à un moment, j'ai fermé le bouquin et j'ai vu que sur la 4e de couverture, il y avait une biographie de l'auteur. Et j'ai lu. Et j'ai compris, vous allez comprendre. Lauren Weisberger, diplômée de l'université de Cornell, vit à New York depuis 1999. Elle fut l'assistante personnelle d'Anna Wintour, éditrice de Vogue, considérée comme la grande prêtresse de la mode. Le diable s'habille en Prada, son premier roman de ce jeune auteur, s'est rapidement fait une place de ce jeune auteur diplômé. Ah oui, d'accord. Bon c'est pas genré, mais c'est pas grave. S'est rapidement fait une place dans la liste des meilleures ventes anglo-saxonnes. C'est une fanfiction self-insert. Ah! Je pense que mon micro il a saturé. C'est une fanfiction. La meuf, elle a passé un mauvais moment dans le monde de la mode. Elle a fait une fanfiction d'elle. Je sais pas qui c'est Lauren Weisberger. Peut-être qu'elle a grossi ses traits pour faire une Andrea, mais
Littéralement. Elle a changé des noms et elle a réécrit. Je crois même que dans le bouquin on voit Anna Wintour à un moment. Je me souviens plus exactement, mais genre, mais je m'en fous de ta vie. Au moins, si tu écris une fanfiction de ta vie, une biographie détournée, t'es censé être sorti grandi de cette expérience, t'es censé avoir appris quelque chose, t'es censé avoir changé en tant que personne, en tant qu'être humain. T'es censé avoir retiré de l'expérience que tu peux ensuite vouloir partager à tes lecteurs. Là, c'est 450 pages de souffrance. Pitié. La seule raison qui m'avait fait poursuivre, c'est parce que je me suis dit, tu finis, si t'es capable de supporter le bouquin, tu le finis. Et c'est pas trop mal écrit. Mais... pourquoi? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est la plume est pas désagréable, mais enfin franchement ça aurait pu être mieux quoi. Y a rien qui va, c'est... Ce bouquin il ira pas dans mes étagères, hein. Ce bouquin il va finir sur Vinted et s'il finit pas sur Vinted il finira chez Emmaüs. Hein. Non vraiment c'est pas bon quoi. C'est pas bon du tout, c'est vraiment pas un bon moment à passer. Je me rends compte que j'ai un ton trop triste quand je dis ça. Mais j'ai vraiment voulu kiffer ce bouquin parce que j'avais kiffé le film. Et du coup, je me suis dit peut-être que ça me permettra d'avoir une vision du monde de la mode. Avec en plus une héroïne à laquelle je pourrais m'identifier. Parce que j'aurais aimé faire des études de lettres. Bon, je ne serais jamais devenue assistante sur un magazine de mode. Ça, par contre, faut se calmer. Mais je sais pas, j'aurais pu trouver des points d'accroche avec ce personnage. Mais même pas, quoi. Ah, et puis j'ai oublié au début du bouquin, quand elle crèche... Ah non, c'est dans ce bouquin-là ou c'est dans un autre truc? Oui, au début de ce bouquin-là aussi, elle crèche... Elle est pas en train de crécher chez... Chez un pote ou quoi? Oui, je sais plus exactement, enfin bref. Je mélange des trucs. Mais c'est juste insupportable, quoi. C'est pas bon. Ah aussi, il y a les remerciements au début du bouquin, c'est très bizarre. Mais bon, ouais, non. C'est pas bon. C'est pas bon. Épargnez-vous ce bouquin. Vous ne vous en porterez que mieux. Burke. Voilà. Je vous avais dit que j'avais des trucs à dire sur ce bouquin. Franchement, après avoir lu ça, je me suis un peu trouvée dans un bloc de lecture parce que je me suis posé la question, est-ce que je jette un nouveau bouquin ou est-ce que j'essaye de descendre un peu ma pile à lire? Et c'est là que je vais pouvoir sortir mes stats. Parce que je ne vous l'ai pas encore présenté, mais j'ai un Google Sheets, un tableur, dans lequel j'ai réuni toute ma pile à lire. Tout. Sachant qu'il y a ma pile à lire avec ce qui est acheté, enfin les bouquins que j'ai en physique et ceux qui ne le sont pas. À l'heure actuelle, j'ai 201 livres dans ma pile à lire. Ça fait beaucoup. Parmi ces bouquins-là, j'en ai environ 40, un peu moins, si c'est ça, 45 que je possède en physique. Donc chez moi, j'ai 45 bouquins que je n'ai pas lus. Ce qui en laisse quand même 150 qu'il faut que je me procure. Mais je me suis dit, je vais pas acheter un bouquin. J'ai 45 livres déjà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est avec cette mentalité-là que, en 2024, je me suis retrouvée avec une panne de lecture généralisée parce que les bouquins qui me donnent envie, souvent, c'est des bouquins dont j'ai entendu parler récemment. C'est des bouquins les bouquins que j'ai envie d'acheter, c'est des bouquins que je choisis. Il y a beaucoup parmi les bouquins que j'ai, il y en a une quarantaine qui ont des bouquins qui m'ont été offerts. Il y en a que 3 que j'ai achetés moi-même. Le reste, c'est Vinted et Emmaüs. Donc, forcément, quand c'est que des bouquins que
que j'ai pas choisi moi-même. Je dis pas que les gens m'offrent que des bouquins nuls, mais des fois ça va être par exemple des bouquins classiques ou de philo, des trucs qu'en fait je peux pas lire les uns après les autres. Moi j'ai besoin de faire des pauses où je lis la fantasy, où je peux être en mode hé c'est drôle parce qu'ils ont des dragons et ils sapent dessus avec des épées, lol. Tiens d'ailleurs celui-là il est en double. Enfin... Bon bah du coup j'ai 200, pas 201. J'ai 200 bouquins, enfin bref. En fait, j'ai besoin des fois de pouvoir éteindre mon cerveau et lire un truc qui est simple. Et forcément, quand je regarde ma bibliothèque et que je vois que des trucs que j'ai pas envie de lire, je me dis oh, j'ai pas envie. Donc forcément, ça complique tout. Mais alors quoi? J'ai longtemps hésité. Et du coup, en parlant avec mon chéri, je me suis mis à faire un deuxième onglet dans mon tableur sur lequel je marquais le nombre de séries que je veux lire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma pile à lire, j'ai mis que les tomes suivants dans les sagas que j'avais commencé. Donc c'est un peu plus que de 200 en fait. On va peut-être plus proche de 250 si on compte pas les mangas. Oh, quelle horreur, quel enfer. J'aurais jamais assez d'une seule vie pour tout lire. Enfin bref. Donc, j'ai pris un deuxième page du tableur. J'ai 59 séries de bouquins à lire. 59. Alors certes, il y a du manga là-dedans. Donc forcément, ça rajoute... ça fait forcément des séries. Mais... 59 quoi. 59 sagas. Donc ouais, on va pas se mentir. Quand je voyais tous les trucs que je voulais lire, et en plus des sagas, je me suis dit, faudrait au moins que j'essaie de finir une saga, quoi. Mais en fait, quand je voyais les sagas qui me laissaient à finir, je me disais, oh non, j'ai pas envie de lire ça tout de suite, ou oh non, mais il faudrait que je me le procure. Et c'est difficile de trouver ce tome-là, parce que j'ai pas envie de l'acheter, j'ai pas envie de dépenser trop d'argent, donc j'aimerais bien l'avoir en occasion, mais c'est difficile à trouver en occasion, il faudrait que je passe des semaines à vérifier quand est-ce que ça tombe, du coup je vais pas le lire maintenant, enfin bref. Je suis retrouvée dans la tourmente et en fait je me suis dit qu'à ce moment-là il fallait que je lise un truc qui me donne envie parce qu'après avoir lu Le Diable s'habille en Prada, il fallait que je me remotive à lire. Et c'est là qu'est intervenu un bouquin qui me regarde avec ses yeux doux depuis un bout de temps, qui contrairement à ce que je m'étais dit je veux continuer une saga et le premier tome d'une saga. Si vous suivez un peu mon TikTok et mon Instagram, vous savez déjà de quoi il s'agit, ou même si vous avez juste lu le titre de ce podcast, c'est le tome 1 de la saga L'épée de vérité de Terry Goodkin, qui s'intitule La première leçon du sorcier. Alors, je vais vous lire le 4e de couverture. Richard Cypher vivait paisiblement dans la forêt de Heartland jusqu'à ce qu'il sauve cette belle inconnue des griffes de ses poursuivants. Elle ne consent à lui dire que son nom, Callan, mais dès le premier regard, il sait qu'il ne pourra plus jamais la quitter. Il la conduit à son ami Z, sans se douter que celui-ci est le grand sorcier que cherchait la jeune femme. Car un tyran sanguinaire du nom de Darkenral s'est emparé des contrées du milieu. L'heure est venue pour Richard de recevoir la légendaire épée de vérité qui lui donne le terrible pouvoir de rendre justice. Une arme à double tranchant qui lui fera éprouver la souffrance de tous ceux qu'il tuera. Ainsi commence une extraordinaire quête à travers les ténèbres, au nom de l'amour, à n'importe quel prix. Alors, ce résumé n'est pas faux, mais il m'a clairement pas indiqué vers quoi je me dirigeais. Déjà, quand j'ai vu que c'était une saga de 13 ou 14 tomes, j'ai fait mais comme je l'expliquais sur mes réseaux, je me suis dit 14 tomes, donc ça veut dire que là je suis tombée sur une intégrale parce que ce bouquin fait 990 pages. Non, c'est un seul tome. Et si les tomes prochains sont équivalents, je vous laisse prendre une calculatrice et faire, en gros ça fait 1300-1400 pages de total à lire. Non, si. Mais qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça. Donc autant dire que ça fait beaucoup. Ça fait même beaucoup. Donc je me dis, mais dans quoi je me lance? Pourquoi j'ai acheté le premier tome? Pourquoi je me suis fait arnaquer? Parce que c'est une édition Brajlon avec un tarif réduit pour le premier tome à 5€. Je me suis fait avoir comme un pigeon, quoi. Mais je me suis fait avoir, donc autant y aller. Hein. De toute façon, il allait pas rester sur mon étagère pendant longtemps. Et je savais en plus que c'était une grosse saga qui était très connue. Donc j'allais m'y lancer un jour. Donc je me suis lancée. Ouf. Heureusement que le bouquin fait 980 pages. Il aurait pu être découpé en d'autres livres plus courts, mais je pense que
plus court, la saga n'aurait pas bien fonctionné. Ça n'aurait pas autant attiré les lecteurs. Il va y avoir beaucoup de spoil. Ça va devenir, je pense, une de mes sagas préférées. C'est peut-être un peu chaud de dire ça dès le premier tome. On va pas se mentir, peut-être que je mets un peu la charrue avant les bœufs, mais déjà, ce bouquin n'a eu de cesse de me faire ravaler ma fierté en tant que lectrice, et ça c'est très bien ça. Parce que ça a été fait de façon que je ne me sens pas humiliée, mais juste à me dire, peut-être que je devrais juste apprendre à fermer ma grande bouche et à lire avant de juger. Parce que au début du bouquin, oh là là, je passais pas forcément un très bon moment. Hein. Tout me paraissait téléphoné au possible et cliché en plus pouvoir quoi. Le héros, son meilleur ami, c'est un grand sorcier, et on se doute qu'en fait c'est lui le grand sorcier dont parlent les prophéties, et oh là là, comme par hasard, il tombe sur une nana super belle, dont il tombe quasiment, enfin il tombe pas instantanément amoureux d'elle, mais c'est la preuve, enfin t'as l'impression que le mec c'est la première fois qu'il voit une meuf quoi. Et j'avais l'impression que tout ce que le bouquin mettait en place, il l'utilisait immédiatement. Il n'y avait aucun foreshadowing en fait. C'est oh là là, j'ai oublié mon collier très précieux dans mon chez moi. J'espère qu'entre-temps des méchants ne sont pas arrivés pour essayer de me piquer mes affaires. Oh non, des méchants sont arrivés chez moi pour me piquer mes affaires. Sacrebleu. Mes bras m'en tombent, je suis... Et puis ça avait l'air... Enfin, tout avait l'air d'un cliché triste, quoi. Le sorcier... Et bien évidemment, le sorcier, il a choisi de surveiller la personne qui se trouve devenir le sourcier, le mec qui peut utiliser l'épée de vérité pour devenir méga puissant, etc. Et je me suis pris, mais une tarte, mais monumentale, quand l'histoire a commencé. Je me suis retrouvée mais complètement happée quoi. Au bout de 100 pages, je me disais ça va être comme ça tout le temps. Parce qu'en général, au bout de 100 pages, en fait, l'histoire est bien avant... Enfin, sur un bouquin d'une taille normale, au bout de 100 pages, l'histoire est bien lancée, tu sais qui sont les personnages, tu sais où est-ce qu'ils vont, et t'as plus ou moins une idée de comment ça va finir, et de si le bouquin te plaît. Mais en fait, sur un bouquin de quasiment 1000 pages, forcément, en termes de proportion, c'est pas égal, et donc c'est plus tard, c'est quasiment vers la moitié du roman, qu'en fait, tout est vraiment lancé, et là... C'est là que ça devient passionnant, quoi. Ce bouquin a été un énorme kiff. Alors, je préfère mettre un gros trigger warning parce que je vais rentrer un peu plus dans les détails du bouquin. Ce livre n'est pas à mettre dans toutes les mains, même si j'aimerais qu'il puisse être mis dans toutes les mains, franchement, parce que je trouve ce bouquin génial. C'est à ce moment-là que je dis que s'il y a des personnes qui ont moins de 16 ans, voire moins de 18 ans, mettez fin à ce podcast. Voilà, c'est bien que ce soit le dernier bouquin dont je parle au podcast, mais n'écoutez pas la suite de ce podcast parce que je vais parler de thèmes adultes. Alors je vais essayer de le faire de la façon la plus délicate et la moins violente possible, mais il se passe des trucs difficiles dans ce bouquin, notamment pour les personnes qui pourraient être sensibles sur ces sujets-là. Je suis moi-même un peu tatillonne sur certains sujets, enfin tatillonne, c'est pas le bon mot. Ce que je veux dire c'est que je suis sensibilisée à certains sujets, notamment... sur des choses qui arrivent à des enfants et à des femmes. Si vous savez probablement déjà de quoi je suis en train de parler, déjà si vous avez moins de 16 ans, moins de 18 ans, ne lisez pas ce livre avant d'avoir l'âge. Franchement, ça n'en vaut pas la peine. Le bouquin est très bon, mais vous pouvez attendre quelques années avant de le lire. Il y a plein d'autres sagas qui sont plus adaptées à des lectorats plus jeunes, qui vous permettront largement, non seulement de patienter, de pouvoir avoir accès à ces romans-là, mais en plus de développer un sens une capacité de lecture et de compréhension qui vous rendra ce bouquin d'autant plus agréable. Mais sinon, ne vous lancez pas dedans. Moi, j'aurais aimé qu'on me prévienne un peu. Franchement, j'aurais aimé qu'on me prévienne un peu. Et la 4ème de couverture ne laissait pas du tout sous-entendre qu'il allait se passer ce genre de choses-là. En même temps, sur un bouquin de 1000 pages, difficile de faire un résumé sans trop spoiler. Voilà. Si vous savez sensible à certains tomes, à certains sujets, sachez que je vais en parler. Et donc, je voudrais absolument pas blesser ou secouer des gens qui n'ont rien demandé. Désolée pour ce passage un peu sérieux, mais je pense qu'il est aussi important d'adapter mon ton à certaines thématiques de ce bouquin. C'est un livre, au départ, que je pensais très cliché parce que, voilà, Richard, je me suis dit, oh mon Dieu, il va tomber amoureux de Callan. C'est évident. Et oui,
Oui, il tombe amoureux, mais c'est pas une relation comme on peut en lire dans les vieilles fantaisies où le mec il tombe amoureux de la première femme qu'il voit et qui bien évidemment folle et absolument folle amoureuse de lui et tombe follement amoureuse et une espèce de grande séductrice, cette espèce de parallèle impossible de la femme qui est à la fois très séductrice mais en même temps qui n'y connaît rien, etc. On a des personnages qui sont très bien caractérisés, en fait. On a le personnage principal, au début, qui a l'air d'être un débile. Mais genre, il avait l'air débile au début. En fait, non. Le gars cache super bien son jeu. Il est super intelligent, et même s'il a aucune idée du monde qui l'entoure parce qu'il découvre la magie dont il avait jamais entendu parler, il quitte son foyer, etc. Il a aucune idée du monde dans lequel il se lance, mais ça n'empêche pas d'utiliser son intelligence et sa sagesse pour venir à bout de certaines choses et de dénouer certaines situations d'une façon que moi j'aurais jamais pu anticiper. J'aurais jamais pu avoir cette idée-là. Et c'est ça que je trouve très rafraîchissant avec ce roman, c'est que c'est souvent un trésor d'ingéniosité. Et on a le personnage de Callan qui est super puissant. C'est super agréable d'avoir un personnage secondaire comme ça, qui est un soutien du personnage principal, qui est une femme, mais qui n'est pas inutile. Elle est prête à faire tout pour Richard, mais déjà un peu parce qu'elle aime, mais surtout parce qu'elle sait qu'il est le seul qui puisse sauver le monde. Et donc ça lui donne une vraie raison en fait. C'est pas il est seul à être assez fort, assez beau pour... Non, c'est que toutes les prophéties le disent, et que donc s'il vient à mourir, c'est fini en fait. Donc non seulement elle serait ultra triste parce que c'est le seul homme qu'elle a jamais pu aimer de sa vie, parce qu'à cause des pouvoirs qu'elle possède en tant qu'inquisitrice, qui fait que du coup elle peut lâcher son pouvoir, qui fait que un homme tombe follement amoureux d'elle au point d'en annihiler sa personnalité. Donc déjà elle sait qu'elle l'aime, mais qu'elle pourra jamais vivre avec lui parce que ça veut dire si elle l'aime, si il se passe des choses qui se passent entre les adultes, elle relâchera inconsciemment son pouvoir et donc elle en fera un pantin qui sera donc incapable de l'aimer réellement parce qu'elle aura annihilé sa personnalité. Il y a une vraie tragédie dans leur relation. Z, qui est le grand sorcier très puissant, se retrouve impuissant par moments et pour des raisons qui dans le lore du bouquin sont très logiques. Et ça c'est aussi quelque chose de très appréciable pendant le bouquin, c'est que le lore est super bien expliqué. C'est super bien construit. Et au début, c'est pour ça qu'en fait c'est très frustrant au début parce que t'as l'impression que c'est trop simple. Mais au final, le monde se complexifie au fur et à mesure sans noyer le lecteur. On comprend au fur et à mesure qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. On finit par en savoir un peu plus que le personnage principal parce que des fois on suit le point de vue d'autres personnages secondaires. Mais du coup, ça nous permet d'apprécier d'autant plus cet univers parce qu'on en sait à peine un peu plus que le protagoniste, suffisamment pour comprendre, pas trop pour être noyé. Ça c'est quelque chose qui est très bien géré par Terry Goodkin. Enfin voilà, l'épée de vérité n'est pas une épée surpuissante, en fait Richard doit apprendre à la manier et quand il la manie en effet il se retrouve à beaucoup souffrir et même s'il réussit à débloquer le potentiel total de l'épée, il finit... il va pas juste trancher à travers les ennemis, il va être aussi obligé de d'utiliser son intelligence. Ça devient pas juste un gros bourrin avec une épée magique qui brille et qui va taper sur tout ce qui bouge. Et ça, c'est vachement appréciable. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, il y a un truc sur lequel on m'a pas prévenu. Et pourtant, je sais que quand je me suis lancée dans le bouquin, il y a des gens qui avaient déjà lu cette saga, mais personne m'a prévenu. Quand on rencontre le méchant d'Arcanral, au début on entend beaucoup parler. Et puis il y a genre 400-500 pages dans le bouquin, on a un chapitre, et on a quelques chapitres tout au long du bouquin comme ça, où on a la perspective du méchant. Ce qui est super agréable. Et jusqu'ici, on avait ce côté de c'est un méchant, il veut tuer tout le monde, il veut faire de tout le monde son esclave, il veut devenir le maître de l'univers. Donc tu dis, c'est un méchant générique, quoi. On s'y attend, c'est normal qu'il a des envies de méchant. Il veut dominer le monde, quoi. Ouais, mais il est aussi un peu pervers, dans le sens où sa sorte de magie préférée, c'est de lire l'avenir dans l'entraille des gens et de les obliger à dire la vérité comme ça. Ok, bon, il fait des trucs un peu gore. Et puis, tu as ces chapitres de son point de vue à lui,
et c'est horrible. Le personnage est tellement bien caractérisé en tant que méchant que une fois que t'as lu des passages où il était dans sa tête, quand d'autres personnages le croisent, t'es immédiatement terrifié parce que tu te dis qu'est-ce qu'il va faire comme horreur. Quand tu comprends comment son cerveau fonctionne et que tu devines ce dont il est capable, tu te dis quelle horreur il va sortir. Parce qu'au début, tu vois les personnages qui savent qui il est et qui disent « Oh mon dieu, c'est un méchant, il fait peur, il va faire des trucs de méchant, il contrôle le royaume des morts, oulala !» Tu dis « Oui, bon, d'accord. » Et puis t'as l'auteur qui te prend, qui te met face au truc et tu dis oh, il y a son bras droit, enfin, il traite les femmes comme des pouliches, qu'il aime voir souffrir, et son bras droit, je suis pas sûre d'avoir les mots les plus élégants pour décrire d'une façon indirecte ce qui se passe dans ce bouquin. Parce que contrairement à moi, l'auteur est capable de l'écrire d'une façon qui est à la fois crue sans être barbouillée de gore et de sang et de tripes. Je ne pense pas avoir atteint cette finesse pour l'instant. Disons qu'il y a des enfants à qui on fait des choses qui ne devraient même pas passer par l'esprit d'une personne correctement équilibrée. Et que c'est sous-entendu plusieurs fois dans le bouquin. Bien évidemment, ça révolte les personnages principaux. Bien évidemment, ils font beaucoup souffrir les gens qui sont à l'origine de ces maltraitances. Mais il n'en reste pas moins que ça en parle. Et il y a aussi une scène où Callan est prise pour cible, où certains mots sont employés qui sont très crus. C'est-à-dire qu'il y a des combats où on dit « Ouais, et là, on lui tape tellement fort qu'il a les joues qui explosent, il y a du sang, machin, etc. » Mais il y a aussi des choses un peu plus intimes. Je m'attendais pas à ce que le bouquin, en fait, aille aussi loin dans ses descriptions. Souvent, c'est un peu caché quand il va y avoir des scènes soit trop violentes, enfin des scènes trop violentes comme ça, j'en ai très rarement rencontré, mais quand il va y avoir des scènes 18+, soit il y a un time skip, soit c'est sous-entendu par une ou deux phrases en mode pchi pchi pchi, à moins de vraiment lire, à moins de vraiment lire un roman qui parle de scènes plus 18, dans ce cas-là, c'est souvent glorifié et non pas... on parle pas d'une chose négative pour les personnages, notamment les personnages féminins. Mais là, par contre, c'est dit. Et c'est ça qui rend le personnage encore plus horrible, c'est que c'est la première fois que je rencontre un antagoniste où c'est aussi clairement dit qu'il fait des choses horribles, quoi. C'est pas juste un méchant qui veut tuer tout le monde. C'est un méchant qui torture les gens. Vraiment. Qui inflige des douleurs inimaginables, qui inflige des sévices psychologiques terrible à ces personnages. Donc quand je dis ça, on pourrait se dire mais mon dieu, mais quelle horreur de question que je lise ce roman si c'est pour qu'il dise des choses comme ça. Et franchement, si on m'avait prévenu, peut-être que j'aurais dit mais je vais jamais lire ces bouquins, quelle horreur. Mais en même temps, je me rends compte que c'est pas forcément non plus la première fois que j'en entends parler, enfin que je vois un bouquin où il se passe des choses comme ça, mais c'est la première fois que c'est fait de façon aussi élégante. C'est la première fois où c'est fait sans que... c'est horrible mais pas dégoûtant. Je sais pas si ma pensée est très claire là-dessus. C'est horrible parce que l'action est horrible et l'auteur à aucun moment ne cherche à glorifier ça. Ce n'est que les méchants, ce n'est que les antagonistes qui sont dépeints comme des monstres tout au long du roman, qui s'abaissent à de telles horreurs. Et ça pétrifie, ça horrifie, ça traumatise les personnages principaux, les personnages classifiés comme gentils. À juste titre. Mais c'est pas dégoûtant à en vomir. C'est pas dégoûtant à en poser le bouquin, à se dire oh, je peux pas. Moi en tout cas, ça m'a pas secoué à ce point. Pourtant, c'est des thèmes sur lesquels je suis sensible. C'est le genre de choses qui, moi, me révulsent. Mais là, c'est fait d'une façon suffisamment délicate pour que on puisse comprendre ce qui se passe sans être choqué. Sans être choqué. En tout cas, à mon niveau de sensibilité, j'ai pas été choquée. J'ai été tétanisée, j'ai été horrifiée parce que les antagonistes font des choses horribles, mais c'était suffisamment bien fait. Et je trouve que le fait que Terry Goodkin ait réussi à écrire des choses
ce genre de choses-là, sans les rendre illisibles, pour moi c'est une preuve que c'est un grand auteur et que c'est quelqu'un d'extrêmement doué. Sa plume se lit très bien. Moi j'ai pu lire ça sans interruption sans me dire pouf, c'est trop lourd, il faut que je m'arrête ou il y a trop d'informations. Le foreshadowing est en réalité très bien géré. Une fois passé mes premiers préjugés, en fait j'ai adoré. J'ai adoré chacun des personnages. J'ai été prise par l'histoire. J'ai même quasiment fini par avoir j'ai plus ou moins un crush sur Richard au final. Ce qui en plus est d'autant plus appréciable, c'est que si on n'a pas envie d'aller plus loin, on peut s'arrêter au premier tome. Parce que l'histoire avec Darkenral prend fin. Spoiler, à la surprise de personne, les gentils gagnent, mais il est entendu qu'il y a une menace qui est plus grande en réalité que ce à quoi ils viennent de mettre fin. Et c'est suffisamment bien mis en place pour que l'intrigue est terminée. On peut se décider à en arrêter là et de dire que bon, ce qui se passe après, ça m'intéresse pas, ou vouloir continuer la saga. Et moi, je suis dans la team, je veux continuer la saga. C'est vraiment un bon bouquin. Si vous êtes quelqu'un d'adulte, si vous êtes prêt à faire face à certains thèmes, tout le reste à côté donne tellement envie. L'univers est super bien construit, super complexe, sans pour autant créer d'incohérence. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Les personnages sont super bien écrits, leurs relations, leurs évolutions sont super agréables. Franchement, quand je vois qu'au dos du bouquin, il y a, Publisher Weekly qui dit ce qu'on a fait de mieux en matière de fantasy épique. Bon, faut se calmer quand même, hein. Il y a peut-être un peu mieux, mais c'est un des plus grands, ça c'est sûr. Je pense qu'à terme, si les bouquins sont pas trop de la saga sont pas trop répétitifs et sont à la hauteur de celui-ci, je pense clairement que Terry Goodkin va être parmi mes auteurs préférés, clairement. Franchement, génial. Franchement, ça a été génial. La relation entre Callan et Richard est aussi une des raisons pour lesquelles j'apprécie beaucoup ce bouquin. L'évolution de Richard est géniale. Les moments tragiques... Je crois pas que j'ai ressenti beaucoup d'émotions dans ce bouquin. Je pense pas avoir voulu pleurer à un moment, mais j'ai ressenti énormément d'émotions. J'ai été très fière des moments où j'étais en mode « Ah, ça je l'avais prévu !» Parce que c'était pas répétitif. J'étais contente de savoir à l'avance ce qui allait se passer et de voir comment le personnage principal réussissait à arriver à cette même conclusion. Il n'y avait pas de retournement de situation qui avait des traits des Deus Ex Machina. Franchement, c'était un bon bouquin. Et je le recommande très chaudement. Mais si je dois le prêter à quelqu'un, je dirais attention avant. Voilà, on arrive à la fin de ce que j'ai à lire sur ce bouquin. Enfin, sur ces 3 bouquins, du coup. Donc, pour faire un petit résumé, dans l'ordre où j'en ai parlé, premier bouquin que je conseille, c'est la trilogie des voleurs de fumée par Sally Green. Je les conseille. Très léger, très facile à lire, très agréable, bonne ambiance, un tout petit bémol sur une relation entre 2 personnages. Bon, tout ne peut pas être parfait, mais franchement, allez-y. Le diable s'habille en Prada, épargnez-vous ça. Et l'épée de vérité de Terry Goodkin, génial. En tout cas, le premier tome est génial. Soyez cependant prudents, c'est pour lecteurs avertis. Voilà. Bon bah moi j'ai fini mon thé depuis un petit bout de temps. Il était bien, mais c'est pas bon. Je pense que j'aime pas forcément trop les thés avec les fruits caramélisés. Je suis pas une fan de caramel. Pour le prochain épisode, peut-être que... il sortira pas en février, hein, ça c'est sûr. Je pense que j'aurai pas le temps de tout lire. Mais ce mois-ci, je suis allée à la médiathèque de mon village. Et je me suis pris une petite carte, c'est bien. Allez dans vos bibliothèques, allez dans vos médiathèques. Et donc j'ai emprunté quelques BD, 2 BD, dont une que je viens de finir qui s'appelle Peau d'homme, dont j'avais beaucoup entendu parler, notamment via Le Souffle des mots, que je suis très heureuse d'avoir lu. J'ai plein de choses à dire à ce sujet-là. Donc il y a peut-être 1 ou 2 BD dans le prochain épisode. Et également, amateurs, amatrices de romance, soyez prévenus. J'aime beaucoup la série Bridgerton et je me prête à lire la 2e intégrale, donc les tomes 3 et 4. Si je me trompe pas, c'est l'histoire de Bénédicte et de Colline. Ça promet. Voilà. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. Ce podcast dure maintenant quasiment 1 heure.
lisez, prenez du temps pour lire, c'est important. J'espère que ce podcast vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous êtes sur YouTube, à mettre des étoiles si vous êtes sur Spotify, à commenter si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur Spotify, sur YouTube, à mes réseaux sociaux. Vous avez Instagram, vous avez TikTok. C'est ceux sur lesquels je poste le plus régulièrement et sur lesquels je suis la plus présente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas, si vous avez des recommandations de bouquins, peut-être que j'en ai déjà dans ma pile à lire auxquels vous pouvez penser, mais moi, même si j'en ai déjà 200 dans ma pile à lire, un de plus, un de moins, franchement, au point où j'en suis. Hein. Voilà. Allez, moi je vais vous souhaiter une bonne lecture pour la suite et à très bientôt, je l'espère.